Les premières traces de vie humaine en Chine remontent à 500 000 ans avant Jésus-Christ avec l'homme de Pékin, un crâne de synanthrope, découvert en 1921 à Zhududian, 48 km au sud de l'actuel Pékin. Du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ, la période des royaumes combattants correspond à une intense vie culturelle grâce à Confucius. En 221 avant Jésus-Christ, la dynastie des Qin fonde le premier empire chinois. Il sera suivi 15 ans plus tard de l'empire Han des Fils du Ciel, les Chinois de souche, qui représentent toujours de nos jours plus de 90% des habitants. Gengis Khan met à sac Pékin en 1215. Commence alors la période mongole. En 1368, une insurrection populaire conduit, pour la deuxième fois, à la fondation d'une dynastie, celle des Ming. Les Mandchous s'installent ensuite en Chine avec la dynastie des Qin jusqu'en 1912, date de la création de la Première République et de l'arrivée du communisme. Les Japonais attaquent le pays en 1937 et y resteront jusqu'en 1945. En 1949, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine. À sa mort, en 1976, Deng Xiaoping prend les rênes du pays avant de passer le pouvoir à Jiang Zemin. Sous l'impulsion de ce dernier, la Chine s'ouvre sur l'extérieur et à l'économie de marché. Le Parti communiste est et reste le seul parti politique chinois. Il n'a cependant plus de communistes que le nom. Beijing, le nom officiel de Pékin, va organiser les Jeux Olympiques de 2008. Aussi vieille que Paris, la ville chinoise conserve de nombreuses traces de son glorieux passé. Nous allons en visiter quelques-unes ensemble. Beijing signifie capitale du Nord. C'est la capitale du pays depuis plus de 8 siècles, avec seulement 2 courtes périodes durant lesquelles la capitale fut déplacée à Nanjing, qui signifie capitale du Sud. La tour de la cloche mesure 33 mètres de haut. La tour du tambour, quant à elle, abritait 24 tambours géants annonçant la fermeture des portes de la ville. Du haut de ces 2 tours, on voit au premier plan les anciens quartiers, les Hutong, et au loin, les gratte-ciel de la ville nouvelle qui mangent peu à peu les anciens quartiers, qui sont détruits l'un après l'autre, et leurs habitants sont relogés dans les banlieues nouvelles de la périphérie. Le Grand Pékin compte plus de 9 millions d'habitants et probablement autant de bicyclettes. Une promenade en tricycle dans les Hutong de Pékin permet de se plonger dans la vie ordinaire des habitants dans un cadre traditionnel. L'apparition du Hutong remonte à la dynastie des Yuan, 1271-1368. À cette époque, le vieux Pékin était formé de complexes d'habitations emmurées appelées Shiyuan ou cours carrées. Ces cours étaient bâties côte à côte et donnaient toutes dans la même direction. Pour en faciliter l'accès, on avait aménagé des ruelles qui s'entrecroisaient. Au fil du temps, la cour carrée n'était plus occupée par une seule famille, mais plusieurs, ce qui a donné lieu à la création d'autres ruelles à l'intérieur. Ces dernières sont encore plus sinueuses que les premières. La porte d'entrée d'une maison s'ouvre au coin sud-est, nord-ouest ou nord-est. C'est une localisation de bon augure. Avec les blocs de pierre sculptés qui la flanquent et des petits avantoirs gravés. Son embrasure est profonde et les battants sont peints généralement en rouge avec un seuil de plus de 30 cm. Derrière la porte se dresse un mur écran en briques qui protège la cour contre les regards des étrangers et les mauvais génies. Derrière ce mur, une autre porte mène à la cour-jardin sur laquelle se trouve la maison principale de plain-pied à 5 pièces servant de salle de réception. Des passages couverts relient les autres bâtiments latéraux les uns aux autres. Au fond de la cour, une maison donnant accès au sud est réservée au maître de maison
et les autres à ses descendants. Les pièces latérales de la maison du maître sont la cuisine, la toilette, le dépôt ainsi que les chambres des servantes. La place Tiananmen est la plus vaste place du monde avec ses 40 hectares. C'est une création du président Mao Tse-tung. Il y proclame la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. La place et ses alentours abritent un étonnant mélange de monuments anciens et modernes. La porte Tiananmen, porte de la paix céleste, de laquelle la place tire son nom, le musée d'histoire de la Révolution chinoise, le palais de l'Assemblée du peuple, le mausolée de Mao ou encore le monument aux héros du peuple. Plongeons-nous quelques instants dans l'histoire. Nous sommes le 1er octobre 1949, la place Tiananmen est noire de monde et les drapeaux rouges flottent partout. Se trouvant au centre de la ville de Pékin, au nord de la place Tiananmen, la cité interdite, appelée Gungong en chinois, était le palais impérial pendant les dynasties de Ming et de Qing. Formant un rectangulaire de 74 hectares, c'est le plus grand palais du monde. Sa construction a débuté en 1407. Elle est orientée nord-sud et est située sur l'axe central de la ville de Pékin. Sa superficie est de 720 000 mètres carrés et elle compte 9 999,5 pièces, dont 8 000 existent toujours. Pourquoi 9 999 pièces et demie ? Eh bien, là-haut dans les cieux, le palais des dieux comporte 10 000 pièces. L'empereur ne pouvait décemment pas en avoir autant sur terre. La cité comprend deux parties principales. La cour extérieure, qui abritait le siège du gouvernement et qui comprenait le palais de l'harmonie suprême, le palais de l'harmonie du milieu, ainsi que le palais de l'harmonie préservée. Nous avons également la cour intérieure, où se trouvaient les appartements de la famille impériale, qui, elle,
comprenait le palais de la pureté céleste, le palais de l'union, le palais de la tranquillité terrestre, ainsi que le jardin impérial. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, la Cité interdite est le premier chef-d'œuvre de l'architecture traditionnelle chinoise. Les bâtiments, forme architecturale, dimensions, toits, couleurs, décoration, sculpture, organisation de l'espace, traduisent l'ordre politique et moral de la société chinoise de cette époque et mettent l'accent sur l'autorité absolue de l'empereur. L'axe central symbolise le pouvoir impérial. Accompagné de milliers de personnes, des eunuques, des princes et des ministres, 2 fois par an, l'empereur quittait la cité interdite. Traversant la place Tiananmen, il descendait la grande avenue du Sud pour se rendre au Temple du Ciel. Le Temple du Ciel témoigne de la magnificence de l'art religieux chinois. C'est l'un de ses chefs-d'œuvre. Ce lieu de culte a été construit sous les Ming au XVe siècle. Situé dans un parc de plus de 250 hectares, le temple est entouré d'une enceinte carrée au sud et ronde au nord. Dans le contexte religieux de l'époque des Ming, l'empereur passait de la terre, la forme carrée, au ciel, la forme circulaire, pour offrir ses sacrifices à la divinité, la remerciant de bonnes moissons précédentes. L'empereur jeûnait pendant une nuit dans le palais de l'abstinence, avant de procéder, le lendemain matin, au sacrifice rituel sur l'autel du ciel. La salle des prières est une magnifique rotonde de bois couverte par un toit de tuiles bleues et soutenue par 28 colonnes. Le Temple du Ciel est construit autour de 3 principaux édifices,
l'Hôtel du Ciel, Tianquitan, la voûte céleste impériale, Yang Qingyu, et la salle de prière pour les bonnes récoltes, Qingyandian. Située au centre du parc, derrière le mur de l'écho, se trouve la voûte céleste impériale. C'est un petit temple rond où l'on conservait les tablettes sacrées. Plus au sud, l'Hôtel du Ciel servait aux sacrifices rituels. Il est bâti sur une triple terrasse de marbre entourée de 360 petites colonnes, comme les 360 jours de l'année lunaire. La Grande Muraille est un ouvrage défensif de l'histoire de la Chine et l'un des plus prestigieux monuments mondiaux. Il y a plusieurs siècles déjà, la Grande Muraille est citée parmi les merveilles du monde, avec le Colisée de Rome, la Tour penchée de Pise et la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul.
Sa construction dure plus de 2000 ans, de 770 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de la dynastie des Ming en 1644. Au début, les divers royaumes construisirent des murs d'enceinte autour de leur territoire pour se défendre. Ensuite, les trois royaumes Yan, Zhao et Qin construisirent des murailles dans le nord de leur territoire afin de repousser les incursions des tribus nomades qui vivent dans cette région. Après avoir unifié la Chine en 221 avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huang fait relier ces divers tronçons discontinus pour former un rempart ininterrompu. La construction de la Grande Muraille part à l'ouest de Lintao dans le Guangzhou pour arriver jusqu'au Liaoning à l'est. Sa longueur atteint à cette époque déjà 5000 km. Après la dynastie des Qin, les travaux de consolidation et d'extension sont sans cesse poursuivis, et notamment sous les dynasties des Han, des Jin et des Ming. Sous les Han, un nouveau tronçon de la Grande Muraille est construit vers l'ouest à travers le corridor de Xeki jusqu'au Yingjiang. L'ensemble est alors de 10 000 km. C'est la plus longue muraille dans l'histoire de la Chine. Ce nouveau tronçon contribue considérablement à la sécurité de la route de la soie et aux échanges culturels et commerciaux entre la Chine et l'Occident. La muraille comprend des passes, des tours de guet et des terrasses d'alarme. Ces terrasses, construites à intervalles réguliers, forment un réseau de communication pour signaux optiques. Lorsqu'on allume un feu d'alarme, les passes, les voies et les bourgs se communiquent l'un après l'autre le message. Sous les Ming, le célèbre général Qi Jiguang invente les tours de guet de 2 ou 3 étages, érigés tous les 100 mètres. C'est là que les soldats habitent et où se trouvent les entrepôts d'armes et de munitions. Construit en 1694, le temple des lamas, appelé en chinois Yonghe-gong, palais de l'éternelle harmonie, est le plus grand et le mieux conservé des monastères de Pékin. C'était à l'origine une résidence impériale. Elle fut transformée en lamaserie en 1744, car la tradition des Qing voulait que lorsqu'un prince devenait empereur, son ancien palais était converti en temple. 300 lamas s'y installèrent jusqu'en 1911. Le pavillon des 10 000 bonheurs abrite une statue colossale de Maitreya, haute de 28 mètres.
Elle est taillée dans un seul tronc de santal et c'est un don du Dalaï Lama de l'époque. Son transport du Tibet vers la Chine dura 3 ans.